Chaque être humain bâtit en lui-même une architecture du silence. Nous érigeons des murs monolithiques de rationalisation, installons de lourdes portes de plomb faites de non-dits et les verrouillons avec les serrures à code les plus complexes de l'acceptabilité sociale. Là, dans les recoins les plus sombres et hermétiques de notre conscience, est conservé ce que nous considérons comme le plus fragile et le plus dangereux. Nos véritables motivations, nos désirs refoulés, les aspects sombres de notre personnalité, nos vieilles blessures, tout cela est méticuleusement emballé dans des conteneurs isolés, sous le nom de « secret ». Il semble que ce système de fortification à plusieurs niveaux garantisse une invulnérabilité absolue. N'est-il pas vrai que ce qui est dissimulé aux regards extérieurs, enfoui profondément sous terre, est impossible à détruire? Cette logique paraît impeccable au premier abord, mais elle repose sur l'une des erreurs cognitives les plus vastes et les plus fatales de l'histoire de l'esprit humain. Nous sommes habitués à percevoir le secret comme un bouclier impénétrable, comme un bunker où l'on pourrait attendre la fin de n'importe quel hiver nucléaire psychologique. Pourtant, le mécanisme de dissimulation exige des dépenses énergétiques colossales, presque inhumaines. La neurobiologie a démontré depuis longtemps que le maintien d'un secret n'est pas un état de repos passif, mais un processus actif, continu et épuisant dans le cortex préfrontal du cerveau. C'est comparable à un programme d'arrière-plan malveillant qui tourne constamment à plein régime, dévorant toutes les ressources opérationnelles de votre système nerveux. Chaque seconde, nous dépensons une énergie psychique d'une importance capitale pour contrôler chacun de nos pas, chaque mot involontaire, chaque micro-expression faciale, chaque regard, afin de ne pas révéler par mégarde ce que nous protégeons si méticuleusement. Au lieu d'être des explorateurs libres de notre propre vie, ne devenons-nous pas les gardiens à vie, épuisés, de notre propre prison intérieure? Le paradoxe réside dans le fait que ce mécanisme de défense si méticuleusement élaboré devient l'épicentre de notre faiblesse absolue. Le mur que nous érigeons pour nous protéger d'un monde extérieur agressif nous coupe progressivement de la réalité, nous rendant aveugles, sourds et désorientés. Le secret, tel un virus biologique, a la propriété de proliférer de manière incontrôlable dans l'obscurité. Ce qui n'était au départ qu'un petit fait gênant ou une pensée fugitive que nous avons décidé de cacher, prend avec le temps des proportions hypertrophiées, monstrueuses. Il commence à se nourrir de notre peur primale d'être découvert. Plus nous cachons quelque chose, plus il acquiert de pouvoir sur notre conscience. Imaginez l'arme parfaite, dirigée contre vous. Elle n'a pas besoin d'intervention extérieure, ni d'armée, ni de services spéciaux. Elle est déjà profondément intégrée dans votre propre système d'exploitation. Votre peur chronique que la serrure soit brisée fait de vous une marionnette idéale. Vous commencez à éviter inconsciemment certaines personnes, certains sujets de conversation, certaines situations de vie. Votre comportement devient rigidement programmé, et donc prévisible pour ceux qui savent lire entre les lignes et déceler les schémas d'évitement. N'est-ce pas la plus grande des ironies que, en tentant de devenir absolument invulnérables, nous créons de nos propres mains le seul point de douleur exposé, dont un coup précis peut instantanément détruire toute l'architecture de notre identité? L'illusion du contrôle est la drogue la plus douce, la plus dangereuse pour la psyché humaine. Nous croyons sincèrement que nous gérons les flux d'informations, les dosant avec une précision d'orfèvre au monde qui nous entoure. Mais vous êtes-vous déjà demandé qui se tient réellement aux commandes et dicte les règles de ce jeu? Lorsque vous décidez de ne pas dire la vérité, de ne pas exprimer votre émotion sincère, de ne pas montrer votre vulnérabilité humaine, est-ce vraiment vous qui prenez cette décision? Ou bien est-elle générée par votre peur qui a depuis longtemps pris le pouvoir? L'architecture du secret altère inévitablement et irréversiblement l'architecte lui-même. La personne qui, pendant des années, des décennies, dissimule une part significative d'elle-même, perd progressivement la connexion neuronale avec qui elle est réellement. Le masque adhère de manière indissoluble au visage, s'enracinant dans la chair, et la façade artificielle devient la seule réalité, accessible même au propriétaire lui-même. Le véritable danger, existentiel, n'est absolument pas que la société puisse découvrir nos secrets et nous juger. Il réside dans la force silencieuse et destructrice du processus de dissimulation lui-même. Chaque nouvelle serrure que nous posons sur nos pensées, chaque nouvelle brique dans le mur autour de nos sentiments, rend notre psychisme plus rigide, et par conséquent plus fragile. Nous devenons semblables à une ampoule de verre à parois épaisses avec un vide absolu à l'intérieur. La pression atmosphérique extérieure peut sembler insignifiante, mais la moindre, la plus microscopique éraflure sur le verre entraîne un effondrement instantané et catastrophique de tout le système. Plongez votre regard maintenant dans votre propre architecture du silence. Combien de ressources vitales brûlez-vous chaque jour, chaque minute, dans le fourneau pour maintenir l'illusion de votre sécurité? Et que restera-t-il de votre personnalité, de votre propre moi, si soudainement l'on retire tous ces secrets que vous protégez si désespérément, jusqu'aux ampoules sanglantes? Peut-être est-il temps de regarder la vérité en face et d'admettre un fait effrayant. Notre bouclier protecteur le plus lourd, le plus solide, c'est précisément notre ennemi le plus dangereux, le plus insidieux. À chaque choix, nous nous berçons pieusement de l'illusion de l'autonomie de notre volonté.
Nous échafaudons de complexes constructions logiques pour justifier nos affections, nos accès de colère soudains ou nos angoisses inexplicables. Mais cette rationalité immaculée n'est-elle pas qu'un scénario magistralement orchestré, dont le véritable auteur demeure à jamais dissimulé dans les coulisses de notre conscience? Imaginez la psyché humaine comme un océan sombre et insondable, dont la partie visible n'est qu'un îlot minuscule, le masque socialement acceptable. Ce qui bouillonne sous les eaux noires est notre véritable essence, notre double invisible. C'est le théâtre anatomique du passé, où sont conservées les parties amputées de notre être. Chaque offense tue, chaque acte d'humiliation, chaque honte paralysante ne s'évanouit pas dans le néant. Elles ne se dissolvent pas dans le temps. Elles se muent en un code corrompu, en un amas de données chiffrées, évoquant une suite chaotique de symboles comme « plus O ». Pour l'esprit rationnel, c'est un bruit illisible, une erreur fatale du système qu'il convient d'ignorer pour préserver l'illusion de contrôle. Mais pour le subconscient, ce code corrompu est l'algorithme fondamental qui, chaque seconde, réécrit insidieusement le script de nos vies. La honte se révèle l'architecte le plus redoutable de cette zone d'ombre. Dès nos premiers jours, la société exige que nous soyons des éléments dociles, prévisibles et fonctionnels de son grand mécanisme. Le processus de socialisation n'est, en substance, qu'une amputation brutale. Nous nous coupons de tout ce qui ne cadre pas avec la norme, l'agressivité primale, les désirs non conformes, une vulnérabilité absolue. Nous jetons ces lambeaux sanglants de notre propre identité dans les conteneurs hermétiques du subconscient. Nous dépensons une énergie psychique colossale pour maintenir les couvercles de ces réceptacles solidement scellés. L'expérience traumatique se conserve, générant un puissant fond radioactif qui empoisonne insidieusement toutes nos réactions. Ce bagage invisible ne se contente pas de prendre la poussière sur les étagères de la mémoire. Il atteint une masse critique, et cette masse déforme l'espace de notre réalité. Nous nous réveillons, allons au travail, concluons des affaires, choisissons nos partenaires, et nous croyons sincèrement qu'il s'agit d'une progression consciente. Ne ressemblons-nous pas alors à des passagers à l'arrière d'une voiture, dont le conducteur est aveugle? La part obscure de notre psyché nous choisit d'elle-même un environnement qui reproduira avec une précision chirurgicale nos traumatismes non cicatrisés. Elle nous contraint à réagir avec fureur à d'innocentes remarques, car elles font écho à une douleur enfantine enfouie depuis longtemps. La projection devient l'instrument de prédilection de ce marionnettiste intérieur. Ce que nous refusons catégoriquement d'admettre en nous-mêmes, nous commençons à le discerner chez les autres avec une précision maniaque. Ne vous est-il jamais arrivé de ressentir une aversion irrépressible, irrationnelle, envers une personne qui, objectivement, ne vous a rien fait? C'est votre propre matière refoulée qui vous regarde dans le miroir. Notre propre colère contenue, nos désirs interdits ou notre faiblesse dissimulée, n'ayant aucun exutoire légal, se matérialisent sous l'aspect d'un ennemi extérieur. Nous entamons une guerre sainte contre le monde environnant, sans même soupçonner que la ligne de front traverse exclusivement notre propre réseau neuronal. Dans cette architecture d'auto-illusion, la conscience joue le rôle d'un avocat génial, dont la seule mission est de préserver la façade de la normalité. Lorsque le bagage invisible nous pousse à saboter des relations prometteuses par une peur panique de l'intimité, la conscience s'empresse de fournir une explication rationnelle sur l'incompatibilité des caractères. Quand la honte refoulée paralyse nos ambitions, l'intellect murmure des paroles de sage prudence et de réalisme. Nous vivons volontairement dans une matrice de nos propres justifications, où chaque symptôme d'une profonde destruction interne est interprété comme la manifestation d'une individualité unique. La neurobiologie ne fait que corroborer cette sombre poésie de la psychanalyse. L'amygdale de notre cerveau conserve les empreintes émotionnelles des traumatismes bien avant que le néocortex n'ait le temps de les appréhender. Lorsqu'un déclencheur apparaît dans l'espace ou une odeur spécifique, une intonation à peine perceptible, une ombre sur le visage de l'interlocuteur, une réaction de survie fulgurante se met en marche. Le contrôle est intercepté en quelques millisecondes. Le corps se crispe, le rythme cardiaque s'accélère, et des mots résonnent que nous regretterons par la suite. C'est l'instant du triomphe absolu du refoulé, lorsqu'il jaillit à la surface, se nourrissant de notre perte de contrôle. La loi de conservation de l'énergie opère dans la psyché avec la même implacable rigueur que dans la physique. Ce qui est refoulé ne meurt pas. Il commence à vivre sa propre vie, totalement autonome, se transformant en un poltergeist dans la demeure de notre esprit. Plus la lumière de notre conscience est vive, plus nous nous efforçons de paraître parfaits et rationnels, plus notre ombre s'épaissit et s'allonge. Tenter d'ignorer son existence ne fait que lui conférer un pouvoir illimité. Le bagage invisible de la honte refoulée et de la douleur non vécue continue de déterminer chaque bifurcation de notre existence, nous laissant la douce illusion d'une chute libre que, les yeux fermés, nous nous obstinons à nommer en vol. L'anatomie de l'autotromperie ne commence pas dans les labyrinthes abstraits de la philosophie, mais au sein des réseaux neuronaux, bien matériels et tangibles. Lorsque le cerveau est contraint de construire une réalité qui contredit des faits internes objectifs, il déclenche une cascade de réactions absolument identiques à celles qui surviennent face à une menace physique mortelle.
N'est-ce pas un paradoxe qu'en tentant de protéger notre propre psyché d'une vérité douloureuse, nous transformions de nos propres mains notre organisme en un champ de bataille invisible, mais impitoyable? Le corps n'a jamais su mentir. Il enregistre chaque émotion refoulée, chaque secret incommode, les convertissant en une dette physiologique qui devra inéluctablement être payée. Imaginez l'architecture de ce processus en temps réel. Le système limbique, notre cerveau émotionnel ancestral, et plus particulièrement l'amygdale, identifie instantanément la véritable émotion. La peur, la colère, le désespoir ou la déception. C'est un signal d'alarme fondamental qui, évolutivement, exige une action immédiate. Mais le cortex préfrontal, responsable de l'adaptation sociale, de la censure et de la rationalisation, reçoit un ordre strict: dissimuler, nier, effacer. Un conflit neurobiologique colossal éclate. Pour maintenir la vérité dans les sous-sols obscurs de la conscience, le cortex préfrontal est contraint de dépenser continuellement une quantité incroyable de glucose et d'oxygène. Ce n'est pas un simple inconfort psychologique léger, c'est littéralement un épuisement énergétique permanent du cerveau. Nous devenons volontairement les geôliers de nos propres souvenirs, mais n'oublions-nous pas que le geôlier est condamné à croupir en prison avec son prisonnier? Ce conflit interne incessant active l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. L'organisme interprète le mensonge à soi-même comme un état de danger total, inéluctable. Le signal est envoyé aux glandes surrénales, et des torrents d'hormones de stress, adrénaline et cortisol, sont déversés dans le sang. Dans la nature sauvage, le cortisol est essentiel à la survie à court terme. Fuir un prédateur, survivre à un combat sanglant. Mais que se passe-t-il lorsque le prédateur est votre propre vérité cachée, celle dont il est impossible de s'échapper? Le niveau de cortisol reste anormalement élevé pendant des années. Cette hormone, qui à dose normale sauve des vies, agit en excès chronique comme un poison lent et corrosif. Il dégrade impitoyablement le tissu musculaire, inhibe la neurogenèse dans l'hippocampe, le centre de la formation de la mémoire, et détruit lentement mais inéluctablement le système immunitaire. La suppression des émotions a un poids physique tout à fait mesurable, visible au microscope. Des études contemporaines prouvent irréfutablement. Les personnes qui évitent chroniquement de reconnaître leur traumatisme profond ou leur véritable désir présentent un niveau significativement plus élevé de protéines C-réactives dans le sang. C'est un marqueur universel d'inflammation systémique. Le corps, incapable d'attaquer un ennemi extérieur que la conscience refuse de reconnaître, commence, dans un état de panique aveugle, à s'attaquer lui-même. N'est-ce pas là que réside la racine de l'épidémie des catastrophes auto-immunes de notre époque? Les rancœurs inexprimées, les peurs refoulées profondément sous la peau, les sourires mécaniques et faux devant le miroir, tout cela se transforme en spasmes vasculaires, en migraines épuisantes, en ulcères d'estomac et en dangereux troubles du rythme cardiaque. Au niveau cellulaire, une tragédie silencieuse et imperceptible se déroule. Le stress chronique issu de l'autotromperie génère une charge allostatique dite, qui raccourcit les télomères, ces extrémités des chromosomes, véritables horloges biologiques de la vie cellulaire. Chaque mensonge que nous nous forçons à croire vrai accélère littéralement le vieillissement des tissus. Le système cardiovasculaire fonctionne à l'usure, car les vaisseaux sanguins sont constamment resserrés, attendant un coup. Ce coup ne vient jamais de l'extérieur, car il a déjà été porté de l'intérieur. La respiration devient superficielle, privant chroniquement les organes vitaux de l'oxygénation nécessaire. Le tractus gastro-intestinal, qui possède son propre réseau neuronal ramifié, réagit à la dissonance cognitive par des spasmes violents et la destruction de la microflore bénéfique. La psychosomatique n'est pas une métaphore ésotérique, mais une réalité médicale implacable, où chaque larme retenue ou chaque cri étouffé se cristallise en une cuirasse musculaire. Les fascias se contractent, la colonne vertébrale se déforme sous le poids invisible du fardeau d'une vie non vécue. Nous portons nos secrets comme des gilets de plomb sous des costumes impeccables, nous persuadant que ce n'est qu'une fatigue ordinaire. Mais cette fatigue n'est-elle pas la conséquence directe du fait qu'une part colossale de notre énergie vitale est consacrée exclusivement au maintien de l'hologramme d'un faux bien-être? La biologie ne connaît pas de compromis et ne comprend pas les constructions sociales. Elle exige l'homéostasie, un équilibre absolu et la vérité. Lorsque la conscience refuse de reconnaître cette vérité, le corps prend l'initiative, commençant à parler le langage de la douleur, des tumeurs et de l'épuisement. L'illusion de sécurité créée par l'autotromperie est un crédit contracté sur notre propre santé à des taux astronomiques. Et la physiologie présente toujours la facture, qui devra être payée jusqu'à la dernière cellule. L'évolution biologique a optimisé le cerveau humain pendant des millions d'années pour la conservation de l'énergie. Mais la modernité nous a contraints à réécrire ce code de survie fondamental. Nous investissons des volumes colossaux de ressources cognitives et émotionnelles non pas dans la réalité, mais dans sa simulation impeccable. Ne sommes-nous pas devenus les otages d'un processus incessant de construction de notre propre façade, où chaque acte, chaque réaction est calculée à travers le prisme de la perception potentielle d'autrui? C'est une architecture psychologique complexe, qui exige un entretien quotidien, horaire. Le cerveau fonctionne en mode surcharge,
scannant constamment l'environnement à la recherche de menaces pour l'image créée. Tel un fragment d'algorithme corrompu, notre véritable essence se transforme progressivement en un ensemble de symboles illisibles, perdant le lien avec sa source originelle. La peur d'être démasqué se transforme en une prison invisible mais absolument réelle, une forteresse de haute sécurité. Dans ce système de coordonnées, il n'y a pas de gardiens extérieurs, car le censeur le plus impitoyable est intégré directement à notre conscience. Il dicte ce qu'il faut ressentir, comment réagir, quel fragment de notre existence amputer pour qu'il ne vienne pas altérer la géométrie parfaite du construit artificiel. C'est un état de paranoïa permanente, où la moindre fissure dans le masque est perçue par les réseaux neuronaux comme une menace de mort sociale, et par conséquent biologique. Nous nous plaçons volontairement dans un panoptique où la lumière est toujours allumée, et où il est impossible de se cacher de son propre regard scrutateur. C'est ici que commence à se déployer la véritable horreur existentielle de notre époque. La loi de conservation de l'énergie est implacable. La ressource dépensée pour maintenir l'illusion est à jamais soustraite au fond de la vie réelle. Pendant que nous retouchons avec une minutie filigrane nos avatars numériques et sociaux, notre essence authentique demeure dans l'ombre, s'atrophiant lentement par manque d'oxygène. N'est-ce pas la forme la plus subtile d'autodestruction lente, l'effacement de notre propre moi pour le triomphe de son hologramme? Nous perdons la capacité à la spontanéité, à vivre le moment présent, car chaque instant de ce type est instantanément disséqué et évalué quant à son aptitude à être exposé en vitrine. La joie, la douleur, le doute, tous ces états profondément humains sont stérilisés, se transformant en instruments d'influence ou se cachant si profondément que nous en oublions nous-mêmes le chemin. Avec les années, cette distance entre qui nous sommes et qui nous diffusons devient un abîme infranchissable. L'être humain se transforme en personnel de service pour sa propre image, en un appendice biologique œuvrant exclusivement à la survie de son maître simulacre. Le temps, dans ce système de coordonnées, s'écoule différemment. Il ne se mesure plus au cycle naturel ou aux pics émotionnels, mais se fragmente en intervalles entre les validations de notre perfection aux yeux d'autrui. Le plus terrifiant se produit durant ces rares instants de silence, lorsque le brouhaha extérieur s'éteint. Dans ces moments d'isolement absolu, la prise de conscience d'un vide total s'impose. Une vive douleur fantôme surgit, celle d'une vie qui n'a jamais été vécue. C'est la douleur de ces versions maladroites, vulnérables, mais authentiques de nous-mêmes, que nous n'avons pas autorisé à exister. Nous réalisons avec effroi que nous n'avons pas collectionné des expériences, mais seulement des témoignages de celles-ci. Notre mémoire est remplie d'archives de scènes mises en scène, dans lesquelles nous jouions les rôles principaux, mais où nous n'avons jamais été réellement présents. Ce mécanisme de substitution de la réalité fonctionne impeccablement, créant l'illusion d'une existence pleine et entière. Cependant, sous la surface brillante du succès et de l'approbation sociale se cache une profonde privation psychologique. La véritable intimité devient impossible, car on ne peut aimer ou comprendre une façade. Même ceux qui sont les plus proches n'interagissent qu'avec une projection, laissant notre véritable essence dans un isolement total et sourd. Nous sommes entourés de gens, mais infiniment seuls dans notre secret. Finalement, l'énergie vitale s'épuise. L'entropie de ce processus est inéluctable. Le maintien de la façade parfaite exige une croissance exponentielle d'efforts, car chaque nouvelle manipulation, chaque nouveau détail de l'image nécessite une ressource supplémentaire pour sa justification et sa préservation. Le système approche inéluctablement du collapse. Et quand cette construction commence à vaciller sous son propre poids, une question se pose qui glace le sang. Si l'on retire ce masque, restera-t-il quelque chose de vivant en dessous? Ne se pourrait-il pas qu'après des années de jeu incessant, nous soyons à ce point fusionnés avec notre double artificiel qu'il n'y ait plus nulle part où retourner, ni personne? C'est là le triomphe absolu de la simulation, le moment où l'original est complètement effacé, et où la vie qui aurait dû nous appartenir est restée un potentiel inexploité dans le laboratoire stérile des attentes sociales. L'architecture de la psyché humaine s'apparente à un mécanisme d'ingénierie complexe, conçu pour survivre sous une pression constante. Nous érigeons des façades monumentales, construisant méticuleusement une image qui doit correspondre aux attentes de la société, dissimulant sous elle les fragments véritables, souvent traumatisés, de notre moi. Le processus de maintien de ces aspects ténébreux hors des confins de la conscience exige des dépenses colossales d'énergie cognitive. Les réseaux neuronaux opèrent à la limite de leur capacité, bloquant les souvenirs indésirables, réprimant la colère, masquant la peur. Pourtant, les lois de la thermodynamique s'appliquent aussi en psychologie. Un système fermé, accumulant la tension sans possibilité de décharge, se dirige inévitablement vers un état d'entropie maximale. Tôt ou tard, une anomalie apparaît dans le code parfaitement rodé de notre identité artificielle. Cela ressemble à un bruit numérique invisible, une erreur système qui se manifeste d'abord par un léger malaise, une perte imperceptible de concentration ou une anxiété sans cause apparente. Nous tentons d'ignorer cette défaillance, renforçant l'épaisseur de nos murs protecteurs, mais le mécanisme de suppression a déjà épuisé ses ressources neurochimiques. La façade commence à se couvrir de micro-fissures, à travers lesquelles le chaos s'infiltre.
Et alors, l'effondrement survient. Il se présente rarement comme une prise de conscience tranquille. Plus souvent, c'est une révolte physiologique brutale. L'attaque de panique devient le moment où le corps refuse de continuer à prendre part au mensonge de l'esprit. L'amygdale, notre plus ancien centre d'alarme, dérobe le contrôle au cortex préfrontal. Le sang se gorge de cortisol et d'adrénaline, le cœur martèle les côtes avec une telle violence qu'il semble vouloir perforer la cage thoracique, et les poumons s'agitent en vain pour saisir l'air. Durant ces secondes, il semble que la mort physique approche. Mais en réalité, c'est l'illusion de contrôle qui s'éteint. C'est notre authenticité réprimée qui hurle, jaillissant à travers le seul canal disponible, une terreur pure, animale. Si le système n'explose pas en panique, il peut choisir la voie du zéro absolu, l'épuisement émotionnel. Ce n'est pas simplement de la fatigue, c'est une déconnexion protectrice de l'approvisionnement énergétique vers les zones du cerveau qui soutenaient la fausse identité. Les mitochondries de l'âme cessent de produire du carburant. Tout ce qui avait un sens auparavant se transforme en cendres grises d'apathie. Ne sommes-nous pas otages de ce vide, lorsque, le matin, aucune raison n'incite à ouvrir les yeux, car chaque action semble être la répétition absurde d'un algorithme mort? La crise existentielle nous submerge, détruisant carrière, relations et liens sociaux, tous bâtis sur le fondement de l'auto-illusion. Durant cette période de nuit noire de l'âme, l'individu ressent une douleur insupportable. Il semble que ce soit la fin, une défaite définitive, une chute dans l'abîme de la folie. La réalité familière se désintègre en pixels, ne laissant derrière elle qu'une aiguë désorientation existentielle. L'ego se débat en convulsions, tentant de recoller les fragments d'un miroir brisé pour y apercevoir à nouveau un reflet familier, sécurisant. Pourtant, c'est précisément ici, au plus profond de cette catastrophe psychologique, que réside le plus grand paradoxe de la nature humaine. Cet effondrement douloureux n'est pas une défaillance du système. Il en est le mécanisme évolutif d'autopréservation le plus parfait. Quand la douleur devient insupportable, elle consume tout ce qui est artificiel. La désintégration de l'ancienne identité est une condition absolument nécessaire pour que quelque chose d'authentique puisse émerger à sa place. La façade devait être détruite, car il n'y avait plus d'air pour respirer derrière elle. La crise, l'épuisement, la panique, ce ne sont pas des punitions, mais une opération chirurgicale radicale sans anesthésie, menée par notre propre psyché pour notre salut. Ce n'est que lorsque les murs protecteurs se transforment en ruines que la lumière de la réalité commence à percer à travers eux. Dépouillé de ses masques, de ses schémas de comportement habituels, de l'illusion d'omnipotence, l'être humain reçoit pour la première fois la chance de rencontrer son véritable être. C'est une rencontre terrifiante, mais seule elle donne droit à une vie authentique. La destruction de la façade n'est pas une mort, c'est un éveil brutal, mais le seul possible. Nous portons en nous un signal chiffré, une anomalie que la conscience refuse obstinément de déchiffrer. Ce bruit interne, semblable à un code corrompu fait de symboles chaotiques et de significations obscures, est la matière même que nous nous obstinons à isoler de nous-mêmes. Notre masque social impeccable n'est-il pas l'instrument d'autodestruction le plus sophistiqué, dépensant des quantités colossales d'énergie psychique à confiner nos propres ombres dans les sous-sols hermétiques? Du subconscient, nous consentons volontairement à l'amputation de notre intégrité. Nous bâtissons une prison, la nommons « zone de confort », et nous y assignons le rôle de gardien à perpétuité. La véritable anatomie de la liberté commence là où prend fin cette confortable illusion. L'algorithme pratique de l'intégration du cachet ne requiert ni calme méditatif, ni échappisme spirituel, ni recherche de lumière artificielle. C'est plutôt une intervention chirurgicale brutale, pratiquée sans anesthésie, où le scalpel est l'honnêteté radicale. Lorsque nous commençons à examiner nos propres réactions sous le microscope d'une analyse impitoyable, un fait terrifiant devient évident. Ce sont précisément les traits dont nous avons le plus honte qui recèlent le plus grand potentiel d'énergie concentrée. Ne devrions-nous pas cesser de fuir les monstres que nous avons nous-mêmes engendrés, et plutôt étudier attentivement leur anatomie? L'intégration est un processus de déchiffrement d'un code hostile. Chaque accès d'agressivité incontrôlée, chaque jalousie insidieuse et venimeuse, chaque peur animale paralysante, tout cela est une information inestimable. Ce sont des données brutes qui exigent un traitement froid, et non une isolation panique. Au lieu d'ériger des barrages sur le chemin de ce flux sombre, il est nécessaire de lui créer un canal contrôlé. La pratique consiste en une fixation impassible de ces états. En ressentant une impulsion qui terrifie par sa destructivité, il est vital de ne pas détourner le regard, mais de la disséquer. Quelle vulnérabilité précise cette obscurité soudaine protège-t-elle? Quelle douleur ancienne et non vécue se dissimule derrière la façade d'une aliénation hautaine ou d'une fureur subite? Nous avons pris l'habitude de percevoir la vulnérabilité comme une brèche fatale dans l'armure, comme une erreur critique dans le système de sécurité personnelle. Mais le port constant de cette lourde armure psychologique n'est-il pas le facteur qui nous rend lents, aveugles et absolument incapables d'une véritable adaptation au chaos de la réalité? La reconnaissance de notre propre fragilité, de nos désirs les plus sombres et socialement inacceptables,
et de nos traumatismes les plus profonds ne détruit pas la structure de la personnalité. Au contraire, elle prive le monde extérieur de la possibilité d'utiliser ces points douloureux comme levier de manipulation. Lorsque vous connaissez chaque millimètre de votre obscurité, lorsque vous avez vous-même cartographié vos abysses, personne d'autre ne pourra vous faire chanter avec votre propre peur. L'honnêteté radicale avec soi-même s'apparente à la descente dans une mine radioactive, abandonnée depuis longtemps. C'est là, parmi les débris d'espoirs inassouvis et d'instincts primaires refoulés, que se cache une ressource véritable et inépuisable. L'appropriation de son ombre exige une déclaration brutale des faits. Je suis capable de lâcheté, je suis capable d'une cruauté absolue, je ressens une peur dévorante. En l'articulant, en le fixant dans un monologue intérieur sans tenter de se justifier, nous privons ces phénomènes de leur pouvoir autonome sur notre comportement. Ils cessent d'être des démons aveugles tirant les ficelles depuis les coulisses de notre conscience, et se transforment en outils maîtrisables dans notre arsenal tactique. La véritable puissance naît exclusivement au moment de cette synthèse paradoxale. Lorsque la lumière froide de l'intellect analytique pénètre les recoins les plus sombres de l'âme, une réaction alchimique irréversible se produit. Ce qui était auparavant perçu comme une menace de désintégration devient le fondement monolithique de la résilience. N'est-ce pas là la forme supérieure de l'évolution de la psyché humaine? La capacité à supporter sa propre monstruosité, sa propre imperfection sans la moindre tentative de la modifier ou de l'embellir pour un spectateur intérieur. Ce vecteur de mouvement exige un courage existentiel sans précédent. Refuser le rôle confortable de victime des circonstances, de la génétique ou de la société signifie assumer une responsabilité totale et terrifiante pour l'intégralité de son être, y compris ses fréquences les plus obscures. Intégrer le cachet, c'est s'autoriser à être dangereux, mais absolument contrôlé, ouvert à la douleur, mais fondamentalement incassable. C'est précisément à ce point d'acceptation absolue de sa nature prédatrice et primale et de son apprivoisement conscient que se construit cette liberté même. C'est la liberté de ne plus être rongé par la peur d'être démasqué. La liberté de ne plus avoir la nécessité paralysante de paraître quelqu'un d'autre. Car lorsque tous les masques protecteurs sont arrachés et que toutes les ombres intérieures ont été nommées, il ne reste que la réalité pure et concentrée d'un sujet qu'il est désormais impossible de briser ou de soumettre.